Bonjour à tous, je viens effectivement du sud de la France pour vous raconter l'histoire de la fameuse sardine qui boucha le port de Marseille. Donc ça s'est passé dans mon service, c'est une petite anecdote du quotidien, vous verrez, qui n'a l'air de rien, mais qui à un certain moment a vraiment créé une problématique lourde où tout le monde était en difficulté. Donc c'est juste un petit exemple, effectivement, de comment nous avons traité, dans ce contexte particulier, les histoires de limitation du fauteuil roulant, de l'usage du fauteuil roulant. Donc, je vais vous présenter les personnages de l'histoire et le contexte où se situe l'action. Donc, l'usager en situation de handicap est mademoiselle M. Elle est âgée d'environ 50 ans. Elle vit avec sa mère dans un appartement individuel au sein d'une résidence dont les 12 appartements du rez-de-chaussée sont réservés à des locataires en situation de handicap moteur. C'est un partenariat avec un bailleur social. L'accès à ces appartements est conditionné par le recours au SAVS, dont les locaux se situent à la même adresse. Une extension du service a été autorisée spécifiquement pour répondre aux besoins des occupants de ces appartements qui sont chacun titulaires de leur bail. Les occupants de ces appartements devaient avoir un plan de compensation qui faisait figurer 4 heures d'aide humaine quotidienne et des besoins la nuit. Notre SAVS est particulier en ce sens, outre la mission classique d'accompagnement d'un service à la vie sociale tel que décrit dans le décret du 11 mars 2005, il comprend un service auxiliaire de vie qui a une organisation et des prestations individualisées d'aide aux gestes essentiels de la vie quotidienne qui sont facturés au montant de la PCH. Voilà, ce service a été conçu comme ça, tout simplement parce que nous sommes passés en CROSM avant la parution du décret. Nous avions historiquement une équipe d'accompagnement à la vie à domicile et un service auxiliaire de vie que nous avons fondu en un projet SAVS qui a plu au Conseil général. Ensuite, les décrets sont sortis, on s'est rendu compte que ce n'aurait pas dû marcher comme ça, mais le Conseil général étant OK pour continuer, nous y voyons nous-mêmes une plus-value pour nos usagers, on est resté dans cette configuration un peu particulière. Donc, des prestations individualisées au quotidien, comme n'importe quel service d'aide humaine, mais aussi une veille de surveillance auxiliaire de vie 24 heures sur 24, qui est financée par le département. Cet élément est essentiel dans le dispositif, parce que ça offre un confort non négligeable dans le quotidien des personnes, sur le plan de la sécurité et sur celui de la qualité de vie, puisque ça permet une grande souplesse dans la réponse. Donc, autrement dit, il y a des interventions programmées et puis des interventions non programmées, et en particulier la nuit ou dans la journée. Le projet de service a été élaboré par un groupe de pilotage d'usagers, avec un groupe de pilotage qui comprenait pas mal d'usagers, qui étaient très attentifs à prévenir toute dérive de fonctionnement institutionnel. C'est-à-dire qu'ils pensaient, ils craignaient que l'utilisation collective des moyens humains, le regroupement géographique des appartements et le fait qu'un service d'auxiliaire de vie soit dédié, donc que les auxiliaires de vie soient communes à tous les usagers, constituait un risque non négligeable d'institutionnalisation, et ce n'était pas du tout leur souhait. Donc le modèle qui a été retenu, c'est service d'aide à domicile classique avec une veille. Mademoiselle M est justement l'une des premières occupantes des appartements regroupés. Elle a un caractère bien trempé. Elle est l'un des usagers experts qui a participé à l'élaboration du projet. Elle a besoin d'être aidée pour les gestes du quotidien à hauteur de 243 heures par mois, avec un rythme de 7 interventions au minimum par jour. Elle est atteinte d'une maladie évolutive depuis l'enfance. Il n'y a pour elle pas d'autre choix imaginable que de vivre chez elle, dans son appartement. Je rappelle qu'elle est titulaire de son bail, c'est un élément important. Elle a choisi les appartements regroupés pour la veille 24 heures sur 24, qui offre une réponse à ses besoins ponctuels la nuit et lui garantit une grande liberté dans l'organisation de son emploi du temps. Mademoiselle M est un oiseau de nuit, elle se couche très tard, au milieu de la nuit. Elle est très indépendante, elle est d'une grande curiosité intellectuelle, dotée d'un sens de l'humour pas toujours apprécié à sa juste valeur, qu'elle exerce surtout auprès des personnes de bonne volonté qui lui disent ce qui serait bien pour elle. Elle n'a pas de troubles cognitifs. 2 fois par semaine au minimum, elle sort toute l'après-midi avec une auxiliaire de vie, elle fait du shopping, des courses, elle se balade, elle va à la médiathèque. Elle se déplace en fauteuil électrique qu'elle conduit elle-même. Voilà les personnages de l'action.
7 ou 8 ans après son arrivée dans l'un des appartements, les auxiliaires de vie remarquaient que la conduite du fauteuil devenait plus difficile, plus hasardeuse, et cela causait régulièrement des problèmes lors des sorties. Elle bousculait les passants, les clients dans les grandes surfaces, qui invectivaient les auxiliaires de vie, les accusant de faire mal leur boulot, leur reprochant de la laisser conduire son fauteuil, les invitant à mieux la surveiller, etc. Pendant ce temps-là, mademoiselle M continuait ses courses, elle filait, indifférente à l'émoi général, et d'ailleurs personne ne s'adressait à elle. Donc, quand l'auxiliaire de vie la retrouvait, elle minimisait les choses et détournait la conversation. Elle refusait manifestement de reconnaître ce qui nous était présenté comme un problème. C'est ainsi que les faits nous étaient rapportés. Quand je dis nous, donc c'est la chef de service et moi-même. La fréquence de ce genre d'incidents augmentant, au retour de chaque sortie, les auxiliaires de vie nous pressaient de faire quelque chose. Mais elles ne voulaient pas avoir l'air de rapporteuses. En d'autres termes, il fallait qu'on règle le problème, mais il ne fallait pas qu'on dise à mademoiselle M qu'elle nous avait dit que. Bon. Il ne fallait surtout pas qu'on dise ce qu'elles avaient raconté, mais il fallait qu'on agisse. Il fallait qu'on la raisonne, il fallait qu'on lui parle, il fallait qu'on exige d'elle qu'elle utilise son fauteuil manuel uniquement et lui signifier avec autorité notre refus d'envoyer les auxiliaires de vie l'accompagner dans ses sorties en fauteuil roulant électrique tant qu'elle n'aurait pas réglé le problème. Nous n'étions évidemment jamais témoins de ces incidents qui se produisaient dans les supermarchés, sur les trottoirs, à la bibliothèque, sur le bord de la mer. Je me refusais à intervenir auprès d'elle dans ce contexte, comme une maîtresse d'école auprès d'une gamine dont on me rapportait la mauvaise conduite et qu'on priverait de sortie si elle ne faisait pas plus attention. Ça me semblait juste inenvisageable. Nous ne comprenions pas pourquoi les auxiliaires de vie se laissaient ainsi incriminer par les victimes du fauteuil, pourquoi elles ne pouvaient pas parler de tout cela avec mademoiselle M, ni pourquoi cette dernière semblait si peu consciente et ou concernée par la situation. Les semaines passaient, les imaginations s'enflammaient, elle allait finir par écraser un enfant, une personne âgée, percuter une voiture, tomber, se blesser, se tuer. Nous étions de plus en plus sommés d'agir. Il fallait qu'on fasse quelque chose, ça ne pouvait plus durer. Nous étions accusés de ne pas prendre le problème au sérieux, de laisser mademoiselle M se mettre en danger, ainsi que toutes les victimes passées et à venir, de n'avoir aucune considération pour la qualité de vie au travail, de ne pas comprendre le stress auquel les auxiliaires de vie étaient confrontés. L'absence de réaction, parce que action-réaction, ça ne marche que dans les films. Là, on a eu pendant un certain temps l'absence de réaction. Nous étions plutôt mal à l'aise et j'avoue que nous minimisions les choses, comptant sur le bon sens de mademoiselle M pour prendre conscience de ses difficultés et solliciter l'ergothérapeute pour adapter la conduite de son fauteuil. Mais le temps passait et le nombre de victimes augmentait, le mal-être des auxiliaires aussi. Quand je dis ça, je fais soft. Ça allait vraiment très mal. On avait des menaces de grève, de droit de retrait, etc. Ça devenait chaud, comme on dit aujourd'hui. La réaction, elle a tardé à venir, mais elle est venue. Nous avons alors organisé plusieurs entretiens collectifs d'objectivation avec les auxiliaires de vie. Nous leur avons demandé d'essayer de nous décrire les faits, et uniquement les faits, de rester donc très factuels, d'une part, et d'autre part, de poser des mots sur leur malaise et de chercher, nous leur avons proposé de chercher ensemble à mieux définir la cause et l'origine de ce malaise, qui était vraiment important. Cet exercice intéressant a mis en lumière un certain nombre de croyances, de quiproquos, d'erreurs d'appréciation quant à la nature de leur mission et de leurs responsabilités, et un certain envahissement émotionnel. Alors, concernant la nature et les limites de leur mission et leur part de responsabilité, les auxiliaires de vie disaient avoir honte lorsque les personnes bousculées s'adressaient à elles, comme s'il s'agissait effectivement d'un défaut d'attention de leur part. Les reproches qu'elles essuyaient les renvoyaient à une responsabilité qu'elles imaginaient avoir quant au comportement de l'usager qu'elles accompagnaient. Elles craignaient aussi que leur propre responsabilité soit engagée s'il y avait des dégâts, des blessés, des choses cassées. Elles étaient dans l'incapacité de renvoyer les victimes du fauteuil sauvage vers le conducteur du dit fauteuil, car elles pensaient être responsables de la sécurité de mademoiselle M, et elles ne devaient donc pas la laisser se faire agresser. Elles étaient donc complètement coincées dans leur possibilité d'agir, tout cela reposant vraiment sur un vaste malentendu.
L'envahissement émotionnel et la difficulté à aborder le problème avec l'usager, aucune auxiliaire n'avait abordé clairement le sujet avec mademoiselle M, ne serait-ce que pour dire qu'elles en avaient assez de se faire réprimander par les passants bousculés. Elle ne s'en sentait pas le courage, elle craignait que l'évolution de la maladie de mademoiselle M ne soit responsable de ses difficultés à conduire, et pour elle, lui en parler revenait dans le ressenti à lui dire qu'elle allait bientôt mourir. Elle craignait aussi de faire les frais de la vivacité de son caractère, qui pouvait se traduire par une invitation cordiale, néanmoins ferme, à se mêler de leurs oignons, et où pensait ne pas avoir le droit d'en parler directement avec elle. Tout au plus, une ou deux propositions timides de faire appel à l'ergothérapeute lui avaient été suggérées, mais sans lui dire pourquoi. Donc effectivement, ça n'avait pas marché. Prendre la mesure du danger réel, rationaliser, objectiver et tenter d'analyser les causes du ressenti de l'équipe a eu un effet dédramatisant et nous a permis de rappeler le cadre des missions et quelques éléments de réalité. En ce qui concerne la nature et les limites de leur mission et leur part de responsabilité, nous leur avons rappelé que mademoiselle M était une adulte responsable, que les auxiliaires de vie n'avaient pas pour mission de surveiller sa conduite, ni de juger de sa capacité ou pas à conduire son fauteuil. Des essais avaient été réalisés, un médecin avait validé une prescription. Si elle causait un accident, seule sa responsabilité personnelle, civile ou pénale serait engagée. Elle devrait alors indemniser les personnes victimes et les dommages matériels qu'elle causerait. Elle serait couverte par les contrats qu'elle a souscrits garantissant sa responsabilité civile. Ni leur responsabilité, ni celle du service étaient engagées. Mademoiselle M, responsable de ses faits et gestes, il fallait la laisser assumer et renvoyer les victimes vers elle. Elle n'avait pas pour mission non plus de la protéger du mécontentement des passants qui avaient été bousculés. Enfin, il n'était pas question de lui faire un sermon sur sa conduite. S'il n'était pas question de lui faire un sermon sur sa conduite, rien n'interdisait de lui faire remarquer qu'elles en avaient assez de se faire malmener à sa place. L'envahissement émotionnel, la difficulté à aborder le problème avec l'usager lui-même. Elle ne savait finalement rien de ce que mademoiselle M pensait de la situation, puisque personne n'en avait parlé avec elle. Elles avaient l'impression qu'elle s'en moquait, puisqu'elle ne prenait pas la peine de s'excuser, mais qu'en savait-elle au fond ? On pouvait aussi imaginer que mademoiselle M, effectivement, ne prenait pas la peine de s'arrêter, ni la mesure des dégâts causés et des risques encourus, car le comportement de pare-feu des auxiliaires faisait écran et encourageait cette forme d'incivisme. Nous ne savions pas ce qui était à l'origine de ces difficultés nouvelles, mais il était absurde, sous prétexte de la protéger d'une réalité que d'ailleurs elle connaissait très bien, le caractère évolutif de sa maladie, de faire comme si de rien n'était, car comme disait Marcel Proust, l'indifférence est la pire et la plus ordinaire des violences. La crainte de se faire envoyer sur les roses. Il était notoire que mademoiselle M appréciait peu les conseils avisés sur sa conduite, au propre comme au figuré. Nous avons proposé un autre angle d'approche. Au lieu du coercitif « vous devriez faire attention », du sermon « ça n'est pas bien de bousculer les passants », ou de l'expression d'une sorte d'angoisse maternelle « vous m'avez fait peur, je m'inquiète pour vous, etc. », nous avons préconisé aux auxiliaires de vie d'expliquer simplement qu'elles se faisaient régulièrement réprimander par des personnes bousculées, ce qui rendait les sorties à l'extérieur stressantes. Nous leur avons précisé que nous ne refusions pas de rencontrer mademoiselle M à ce sujet, mais qu'il nous semblait particulièrement infantilisant pour les deux parties d'intervenir comme s'il s'agissait d'un enfant envoyé chez la directrice, sans même avoir essayé de régler les choses entre adultes. La morale de l'histoire, plus de peur que de mal. L'objectivation des faits, le rappel du cadre et du niveau de responsabilité de chacun, l'explication argumentée de notre réticence à intervenir qui n'était pas de l'indifférence, l'expression des émotions, des projections affectives, ont amené chez les AVS un changement de posture et une modification de leur comportement qui a permis à mademoiselle M de prendre la mesure de ses difficultés, ce qui l'a rapidement convaincu de contacter son fournisseur pour un réglage de la sensibilité de son joystick. En d'autres termes, une fois qu'elle s'est fait régulièrement apostropher par les patients, par les passants, qui lui ont dit clairement leur colère de se faire bousculer, eh bien, elle s'est dit que c'était finalement pas très agréable et elle s'est débrouillée avec son problème. Elle a pu faire régler son fauteuil et nous n'avons plus entendu parler de rien jusqu'à ce jour. Merci de votre attention.